Allez hop, en route pour une visite express au pays des maths. Cet endroit étrange où on croise des graphes hiérarchiques, des pavages semi-périodiques, des polytopes de dimension 4 et même parfois des choses utiles. Pour jeter un œil au paysage, il vous suffit d'un guide, c'est moi, et d'un cerveau en état de marche, ça c'est vous. Nous voici aux confins du pays des mathématiques, là où commence la physique théorique, pays de vecteurs, de matrices et d'équations différentielles qui entretient depuis longtemps des liens privilégiés avec les maths. La biologie, c'est une autre histoire. Les relations entre biologie et mathématiques sont de plus en plus nombreuses, mais c'est un domaine encore neuf. Prenons un cerveau par exemple. On pourrait avoir l'impression que les sciences dures, et les mathématiques en particulier, n'ont pas grand-chose à dire de cet objet mou. On aurait tort. Simplifions les choses pour aider les mathématiciens qui ont l'habitude d'objets plus simples à s'y retrouver. En gros, un cerveau est fait de neurones et de synapses. Les neurones reçoivent des signaux et réagissent en émettant des signaux. Les synapses, ça tombe bien, transportent des signaux d'un neurone à un autre. Pour un esprit mathématique, ça s'appelle un graphe. Un graphe, c'est un ensemble de sommets reliés par des arêtes. Certains sommets peuvent ne pas être reliés du tout, certaines paires de sommets peuvent être reliées plusieurs fois. Et on autorise même les boucles, c'est-à-dire les arêtes qui relient un sommet à lui-même. Un graphe est un objet abstrait. On ne s'occupe pas de la position des sommets et des arêtes dans l'espace, uniquement de leur connexion. Ces différents graphes sont donc parfaitement identiques. La région des mathématiques à laquelle appartiennent les graphes, c'est la combinatoire. C'est d'ailleurs plutôt une collection de méthodes qu'une véritable région. On trouve de la combinatoire un peu partout, en probabilité, en géométrie algébrique, en théorie des groupes, en analyse et dans le métro. Un plan de métro est un genre de cerveau. À la place des neurones, vous mettez des stations. À la place des synapses, des rails. Mathématiquement, tous les deux sont des graphes. On peut aussi envisager des graphes plus vastes. Par exemple, celui qui associe un sommet à chaque être humain et relie par une arête ceux qui se sont déjà rencontrés. Une étude avait conclu en 1929 que chaque humain pouvait y être relié à n'importe quel autre en passant par 6 arêtes au maximum. Les graphes sont indispensables pour étudier les réseaux sociaux, la propagation des maladies, les réseaux informatiques ou les séquences d'ADN. Mais revenons à nos cerveaux. Il y a un dilemme. D'un côté, on aimerait être très intelligent, ce qui suppose d'avoir beaucoup de neurones bien connectés. De l'autre, on voudrait aussi courir très vite, ce qui suppose d'avoir un cerveau transportable. Prenez Caenorhabditis elegans, par exemple. Ce ver long d'1 millimètre est le seul animal dont le graphe neuronal est entièrement connu. 302 neurones et à peu près 8000 synapses. Mais sa conversation est assez limitée. Un cerveau humain contient, lui, près de 100 milliards de neurones et environ 10 000 milliards de connexions par centimètre cube. Comment faire entrer tout ça dans un chapeau? Eh bien, c'est précisément cette question que le mathématicien russe Andreï Kolmogorov a entrepris d'étudier à la fin des années 60 avec son collègue Barzdin. Bien sûr, un graphe est un modèle du cerveau simpliste. Mais le questionnement de Kolmogorov est mathématique. Quelle est la taille minimale d'un cube pouvant contenir un graphe à n sommets? Il s'agit donc de passer d'un graphe abstrait, un graphe de mathématicien, à un objet concret dans l'espace tridimensionnel. Pour réaliser cette transformation, on imagine un modèle où les sommets ne sont plus des points, mais des billes de diamètre 1 et les arêtes, des tubes extensibles et flexibles de même rayon. Un peu comme dans ces jeux de construction magnétique, vous vous souvenez? Pour nous entraîner, on va commencer par un graphe linéaire, c'est-à-dire un graphe dont tous les sommets sont reliés successivement le long d'une ligne droite. On passe en volume, voilà. Pour ranger notre graphe à 64 sommets d'épaisseur 1, on a besoin d'une longue boîte rectangulaire de longueur 64. Mais en repliant un peu notre graphe, on peut aussi le faire rentrer dans une boîte cubique de côté 4. Plus généralement, un graphe linéaire avec n sommets peut être placé dans une boîte de côté racine cubique de n. Mais les graphes qu'on trouve dans la réalité ne sont pas linéaires. Ils ont des connexions nombreuses, et ce nombre est ce que les mathématiciens appellent le degré d'un graphe.
Le degré d'un graphe en un sommet est le nombre d'arêtes attachées à ce sommet. On dit qu'un graphe est peu hérissé si le degré en chaque sommet est petit. On dit qu'il est hérissé si les sommets ont des connexions nombreuses. Muni de cette notion, on peut maintenant reformuler la question de Kolmogorov. Étant donné un graphe fini pas trop hérissé, quelle est la manière la plus compacte de le réaliser physiquement dans l'espace? Prenons par exemple un graphe fini avec 100 sommets et de degré inférieur ou égal à 6. Quelle est la taille minimum d'une boîte pouvant le contenir? Là, c'est évidemment plus compliqué, mais Kolmogorov et Barzdin montrent essentiellement que tout graphe fini avec n sommets de degré inférieur ou égal à 6 peut grosso modo rentrer dans une boîte de côté racine de n. Alors, avoir beaucoup de neurones, c'est un bon début. Mais en matière de cerveau, la taille ne suffit pas. Pour être performant, mon cerveau, doit être un bon expanseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Un graphe fini est un bon expanseur si quand on sépare ses sommets en deux groupes de taille équivalente, le nombre d'arêtes qui relient les deux groupes est grand. Plus ce nombre rapporté au nombre de sommets est grand, meilleure est l'expansion. Un graphe constitué de deux morceaux disjoints, par exemple, n'est pas du tout expanseur. C'est un zéro expanseur. Le graphe rectiligne de tout à l'heure est aussi un très mauvais expanseur. Il suffit de couper une arête pour séparer le graphe en deux groupes disjoints. Un bon expanseur, c'est l'opposé. Quelle que soit la façon dont on le sépare en deux, on aura beaucoup d'arêtes reliant les deux groupes. Un graphe expanseur représente donc un réseau robuste. Un accident brisant quelques arêtes ne peut pas le couper en deux. Les meilleurs graphes expanseurs sont les graphes complets, dans lesquels chaque sommet est relié à tous les autres. Si on sépare notre graphe complet en deux morceaux de taille comparable, on aura forcément beaucoup d'arêtes entre les deux groupes. Mais le graphe complet n'est pas pratique. Chaque fois qu'on ajoute un sommet, on augmente de 1 le degré du graphe, qui va vite devenir énorme, et là, attention à la grosse tête. Quand le nombre de sommets est grand, il est à peu près impossible de construire physiquement un graphe complet. Imaginez un réseau téléphonique où chaque foyer serait relié à tous les autres par autant de câbles individuels. Pas possible. Il faut donc trouver une meilleure organisation pour nos réseaux. D'où la question, peut-on construire un graphe expanseur sans que son degré devienne trop grand et peut-on le construire dans un volume raisonnable? La réponse est oui, mais. D'abord, ils ne sont pas faciles à construire. Et puis le travail de Barzdin et Kolmogorov montre que les graphes expanseurs sont précisément ceux qui occupent le plus grand volume. Et on peut essayer de comprendre intuitivement ce résultat. Imaginons un graphe expanseur construit en volume à l'intérieur d'une sphère. Maintenant, coupons la sphère en deux parties égales avec un plan. Comme le graphe est un bon expanseur, le plan doit rencontrer beaucoup d'arêtes. Et comme chaque arête a une épaisseur, le diamètre de la sphère ne peut pas être petit. La proportion entre le nombre d'arêtes coupées et le nombre total de sommets mesure d'ailleurs la qualité de l'expansion. Dans un cerveau qui contient en gros 100 milliards de neurones, le plan de coupe devrait rencontrer un nombre énorme de synapses, ce qui limite forcément la miniaturisation. On a vu qu'un graphe de n sommets de degré inférieur ou égal à 6 pouvait toujours rentrer dans un cube de côté racine de n. Dans le cas d'un graphe expanseur, cette mesure représente aussi, grosso modo, le volume minimal nécessaire pour contenir le graphe. Vous aurez beau essayer, si votre synapse a une largeur de 1, impossible de faire rentrer vos n neurones et toutes leurs synapses dans un volume inférieur à racine de n. En plus d'établir cette limite, le travail de Barzdin et Kolmogorov explique par quels moyens s'en approcher. Pour optimiser l'espace occupé par le graphe, il faut placer les sommets à proximité de la paroi extérieure de la boîte. Et ça tombe bien parce que les biologistes ont justement constaté la même chose en étudiant des cerveaux véritables. La plus grande partie est occupée par des fibres nerveuses, tandis que les neurones sont placés à la surface. Mais ce que la nature accomplit sans effort à l'intérieur de nos crânes s'avère formidablement difficile à réaliser par un ingénieur qui voudrait tracer explicitement les plans d'un réseau. Les premières solutions nous sont venues de la théorie des nombres. Dans les années 2000, Winnie Lee, Alex Lubotsky, Beth Samuels et Uzi Vishnu ont repoussé les limites du domaine en imaginant des expanseurs multidimensionnels. Une idée très abstraite qui semblait à l'usage unique des mathématiciens,
avant qu'elle ne trouve un tas d'applications pour les codes correcteurs d'erreurs et l'informatique quantique. Il semble en tout cas que l'évolution qui a créé nos cerveaux soit étonnamment douée en maths, ou alors que les maths, et les graphes en particulier, soient étonnamment efficaces pour modéliser ces produits mous de l'évolution que sont nos cerveaux.